Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre du 19h45, votre journal télévisé sur LTM Télévision. Et nous ouvrons ce journal par des faits de société, accident mortel qui est survenu sur la nationale numéro 5 dans le département du Noun, l'arrondissement du Noun, département de la région de l'Ouest Cameroun, dans la région de l'Ouest Cameroun, dans la nuit du dimanche à lundi. Un gros porteur de l'agence Avenir a fait un accident de la circulation. Bilan provisoire de cet accident, 5 morts et plusieurs blessés graves. Un bus gros porteur qui avait à son bord une soixantaine de passagers a perdu ses freins et fini sa course folle dans un ravin. Le récit des faits dans ce reportage de Jean Gemayena. Dans sa course folle, après avoir perdu l'usage de son système de freinage, le bus, gros porteur de 60 places, a déraciné plusieurs arbres sur son passage, parti de Fumban pour la ville de Yaoundé. Autour de minuit, dans la nuit de dimanche, à ce lundi 22 février 2021, ce véhicule de transport en commun de l'agence de voyage Avenir a achevé son parcours dans ce ravin au lieu d'Imaka 2, village situé dans l'arrondissement de Fumbot, département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Le bilan humain est lourd, 5 morts, une quarantaine de blessés graves et d'importants dégâts matériels. Nous avons enregistré malheureusement 5 décès sur le champ et une quarantaine de blessés. Les corps ont été conduits à la morgue de Fouban. Quelques-uns ont été déjà identifiés par les familles respectives. Les personnes blessées sont prises en charge à l'hôpital de district de Fouban. Nous déplorons encore les fautes techniques, parce que vraisemblablement, et suivant les déclarations des survivants, de quelques survivants que nous avons trouvés à 1 heure sur les lieux, le chauffeur s'est battu après une défaillance de frein et s'est donc retrouvé dans cette situation où, allant vers la vallée profonde, a percuté et ça a créé cette situation qui, ma foi, met encore en relief le problème d'organisation du transport au niveau des agences de voyage. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de l'Ouest a retrouvé sur le terrain le préfet du Noun pour s'enquérir de la situation et évaluer l'ampleur des dégâts. Les autorités ont ensuite mis le cap sur l'hôpital de district de Fumbot, où sont internés les accidentés, dont les familles des victimes avaient déjà investi les lieux. Il paraît que la voiture n'avait pas le frein. Quand il s'est arrêté là-bas pour prendre les autres passagers, donc il a demandé le clé 10. On lui donne le clé 10. Nous on était inquiets dans la voiture, on a posé question que peut-être la voiture n'a pas le frein. On a demandé le clé 10. Donc on a dit qu'il n'y a pas le clé, il a pris sa route. On est arrivé, on appelle ça comment? À 100. Il a commencé à se battre avec la voiture, donc le frein n'est passé plus. Vous avez vu comment le chauffeur était en train de bagarrer avec le volant et on était à vive allure. Bon, il a essayé de freiner, ça n'a pas donné, il a même mis le frein moteur. J'ai compris comment le véhicule a crié, mais jusqu'à là, rien. Bon, il a basculé le véhicule à la droite. Le monsieur donc a grippé sur la barre de fer. Bon, il a basculé, le véhicule a tourné 2 fois. Bon. Il a d'abord commencé par fouler. Il est encore dans les creux. Moi, j'étais donc sur le téléphone, j'étais en train de crier à mon petit frère que je suis dans la voiture. Subitement, j'entends seulement un bruit. Il est en train de descendre. C'est où j'ai commencé à crier. J'étais donc assise du côté chauffeur. C'est où je me suis accroché sur une chaise. Le bras, je me suis accroché sur une chaise. La voiture a fait tonneau. Ce qui nous a sauvés, c'est l'arbre. C'est l'arbre où la voiture est partie s'accrocher, mais la voiture s'est broyée.
a quand même réussi à sortir. Mais je ne sais vraiment pas comment vous dire, c'est la grâce de Dieu, comment j'ai fait pour m'en sortir de là. Les morts ont été déposés à la morgue dans cette même formation sanitaire. Et compte tenu du manque de plateaux techniques et d'ambulances, certains blessés graves ont été évacués du côté de Bafoussam et de Yaoundé. Un autre accident de plus et de trop sur nos routes qui vient remettre sur la sellette ce sempiternel problème de visite technique automobile. Un autre accident de l'agence Avenir Voyage qui avait déjà été sanctionné par le ministère des Transports suite à cet accident sur cette même route reliant la ville de Yaoundé où il y avait plus d'une cinquantaine de morts. Affaire donc à suivre dans les prochaines éditions de journal. Et toujours en fait de société Week-end Noir, cette fois-ci, ces deux corps sans vie qui ont été découverts en Konsamba dans le département du Mongo. La première victime, découverte aux premières heures de ce lundi 22 février 2021, aurait été poignardée à mort par ses bourreaux qui ont emporté par la suite sa moto. La deuxième victime a été retrouvée inerte, morte, baignant dans son sang. Le récit des faits avec Jean Gemayena et Château-Anne Vallon dans ce reportage. La première dépouille est celle d'un homme identifié comme conducteur de mototaxi dans la ville de Konsamba. Le corps sans vie a été découvert aux premières heures de ce lundi, 6 au quartier Lélé Palmier, par les riverains. On a reconnu, on dit que c'est un gars du quartier 3, vers le carrefour Anastasie. Et le monsieur, vous le connaissiez? Nous le connaissions très bien, c'est l'un de nos grands. L'un de nos grands au Carrefour. On vit ensemble au Carrefour. Le plus souvent on est au Carrefour. Après le travail, on paie un peu le temps ensemble. Il avait quelle marque de moto? C'était une petite 5. Selon les informations glanées sur place, ses bourreaux l'ont ligoté et attaché ses pieds avant de le poignarder à mort et prendre la poudre d'escampette avec sa moto. Ça se voit que ce serait une moto emportée. Ce n'est pas une bagarre, étant donné qu'il y a les pièces que le gars, les pièces qui étaient dans lui qui sont déversées et que les assassins n'ont rien pris comme argent. Il y a un petit bâton déposé, les pièces sont déposées et ils n'ont rien pris comme argent. Il nous a démontré cette fois-ci qu'ils vont seulement nous tuer pour prendre les motos. Ils prennent même en journée, même la nuit, mais ils nous ont même tués. Mais cette fois-ci, ils ont pris en tuant seulement. Pour la seule chose qu'on doit faire maintenant, c'est que la nuit, maintenant, quand on doit travailler, on va essayer de monter aussi notre défense. Nous-mêmes, on doit décider aussi par rapport à ces gens. Peut-être qu'ils nous aident aussi beaucoup dans ça. Ils nous aident aussi vraiment à nous protéger et nous-mêmes, on va aussi les aider à attraper tous ces truands. Nous aussi, on va les aider en retour. Mais quand cela ne tient, nous-mêmes, nous sommes dehors. On doit toujours travailler. C'est vrai qu'ils ont désiré de nous tuer pour prendre nos motos, mais on doit toujours travailler et on est sûr un jour on doit attraper l'un. L'autre corps a été découvert entre le carrefour Massanga et l'entrée Plateau, toujours ce lundi matin en Konsamba. Baignant dans une mare de sang, la victime aurait reçu plusieurs coups de poignard avant de succomber à ses blessures. Une série d'assassinats qui vient remettre au goût du jour l'épineuse question d'insécurité dans une ville de Konsamba qui manque l'éclairage public par endroits. Il faut seulement prendre les mesures, le problème d'éclairage. Parce que si cet endroit était éclairé, il devait même au moins avoir une petite peur d'affronter. Alors vraiment, il faudrait que les autorités prennent les décisions fermes pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Espérons que ces cris de détresse ne vont pas tomber dans les oreilles des sourds afin d'éviter de telles scènes macabres.
Toujours dans la région du littoral, cette fois-ci à Douala, la capitale économique du Cameroun, les populations du quartier PK10 et Niala sont sur le qui-vive depuis l'inscription des croix Saint-André sur le mur de leur domicile, leur poussant à dégapir les différents lieux d'habitation pour la construction de routes allant du quartier Niala dans le secteur Aoussa pour le quartier PK10. Certains riverains de cette localité ou cette partie administrative ont déjà quitté les lieux, d'autres traînent encore le pas, attendant bien sûr les engins démolisseurs. Les précisions de Charles Fisselangue dans ce reportage. Quand la route passe, le développement suit. Cette maxime bien connue devrait avoir pour nuance une autre citation qui indique qu'on ne saurait faire des omelettes sans casser les œufs pour ce qui est du contexte camerounais. C'est du moins une réalité que devraient mettre en compte les riverains des quartiers PK10 et Niala, quartier Aoussa, depuis la présence de ces croix de Saint-André sur leurs murs depuis les dates du 16 et 18 février dernier. Selon des indications, les concernés devraient déguerpir d'ici 72 heures dans le but de permettre la construction d'une route d'une largeur de 14 mètres quittant du lieu dit Kogefa pour l'entrée Niala, quartier Aoussa. Ici au petit marché du quartier Aoussa de Niala, les riverains ont choisi de coopérer avec la commune de Douala 3e qui va piloter les opérations en anticipant eux-mêmes les casses des murs débordants. Moi je sais que quand il y a une route qui passe, il y a l'intérêt c'est de nous comme ça. La semaine passée, ils sont venus là, ils étaient nombreux, la commune, ils ont mis les flèches partout là où la route passe. On dit qu'on casse, qu'on enlève la partie là, que la route doit passer. C'est pour ça que j'ai aussi cassé, laissé la limite, j'ai dit. Au lieu dit PK10 Kogefar, concerné par ces éventuelles casses, on traîne le pas et pour certains, comme le cas de cette école marquée par la croix de Saint-André, le promoteur est dans la confusion. Je veux juste savoir, avec la présence du titre foncier, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que nous sommes surpris, on ne sait pas quoi faire. C'est vrai, l'État, c'est l'État. Nous ne peut défier l'État, mais il faut que l'État essaye de savoir. Parce que c'est une œuvre sociale, tout le monde n'aime pas. C'est vrai, nous sommes promoteurs, mais c'est pour le quartier. Et dès qu'on va démolir, comment les enfants de ce quartier vont agir, ils vont avoir leurs éducations, comment? Selon certaines indiscrétions, le projet de la construction de cette route date de 6 ans, mais demeure une pilule un peu trop difficile à avaler pour les riverains. Nous sommes ici, nous sommes arrivés ici à l'état brousse. Même ces pistes aujourd'hui que le gouvernement est en train d'aménager, nous l'avons créé à la main. Les ponceaux là, nous avons transporté des troncs d'arbres pour en faire le pont. Nous l'avons utilisé plus d'une quarantaine d'années. Nos enfants nés ici sont des pères d'enfants et des mères d'enfants. Alors le grand souci, c'est que le gouvernement devait comprendre que la population est démunie. Il n'y a pas moyen. Bricoler une cabane, c'est 1000 et 1000 efforts. Et maintenant, quand on met un père âgé comme nous là, dehors, avec eux les enfants, l'enfant même qui est instruit, qu'on a pris de la peine pour l'envoyer à l'école, on prend encore de la peine pour partager le même doigt de banane avec l'enfant. Parce que l'enfant n'a rien à faire, même s'il connaît faire quelque chose, il fait quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. Alors, le gouvernement doit, mais ne serait-ce que nous montrer un lopin de terrain à quelque part, pour qu'on puisse prendre le débris de nos matériaux pour aller bricoler même une chambre. En attendant donc la matérialisation de ce projet, il était de même important de noter que cet état des choses soulève une fois de plus la problématique sur l'anarchie autour de l'habitat urbain dans la ville de Douala. D'où la question de savoir à qui reviendrait la responsabilité de tout ceci. La réponse reste pendante, mais n'empêchera pas la route qui passera et qui cassera. Bien entendu, Charles, fils de responsabilité des uns et des autres, il faudrait préciser que si les populations de PK10 sont réceptives aux différentes instructions de l'autorité administrative, ce n'est pas le cas pour certaines. D'ailleurs, il y a un mouvement d'humeur qui a lieu au quartier PK17 suite à des casses, suite des maisons d'habitation ce lundi 22 février 2021. Plus de peur que de mal. Des affrontations ont failli virer au drame. L'opération qui a presque viré un affrontement a vu l'intervention de la gendarmerie nationale qui a essayé de calmer les ardeurs des populations riveraines, mais surtout exhorter les casseurs à la sensibilisation. Les précisions de Frédéric Motomé. Réveil plutôt difficile pour les populations du quartier PK17, zone située dans la périphérie de la capitale économique relevant du 3e arrondissement de Douala.
Plusieurs maisons d'habitation de ce quartier, encore en construction, ont été détruites ce lundi matin par des individus non identifiés. Ce matin, on est resté ici, là, on voit directement 2 taxis qui apparaissent. Ils nous disent qu'ils attendent ou c'est quoi pour venir, pour faire la casse. Subitement, ça n'a même pas fait 5 minutes. Les gars sont descendus là-bas, ils ont trouvé une maison en carbone là-bas, ils ont tout cassé. Ils sont montés chez le voisin. C'est tombé à casser. Nous, on veut demander que si peut-être que la justice vous a envoyé casser, vous devez venir au moins avec une autorité, soit un policier, soit un gendarme, qui nous prouve que c'est normal qu'on casse. J'en ai marre de ce pays. Le pays, c'est là vraiment. On ne sait pas si on va changer de pays. C'est inadmissible que quelqu'un souffre comme ça pour avoir sa maison et puis demain, au jour où on vient casser. Quel genre de personnes, les individus qui quittent du quartier, les individus qui quittent du quartier, ils se mettent à casser les gens, ils ne sont pas de la communauté. Et il n'y a aucun homme maintenu, personne. Vraiment, c'est décourageant. C'est décourageant. Et tous les jours, les hommes maintenus sont ici, et on ne voit pas ce que les hommes maintenus font. On ne sait même pas. Et si c'est comme ça, vraiment, il faut que le gouvernement cherche à voir ce qui ne va pas. Selon les riverains ici, la casse de ce lundi 22 février 2021 aurait été diligentée sur le terrain par un officier supérieur de la police nationale qui voudrait ainsi préserver son terrain de toute autre forme de construction anarchique. Si aujourd'hui, ici riverains de ce secteur, ils sont arrivés dans notre secteur, ils étaient que des gros bois, le yang que tu peux pas revendiquer. Mais quand on les demande pourquoi vous cassez cette maison, ils nous disent qu'ils sont comme ça, sur la construction sur l'eau d'un commissaire. Mais est-ce qu'un commissaire peut envoyer les gros bois venir casser une maison sur son terrain? Parce que nous on connaît que la procédure normale demande qu'il faut qu'ils aillent à la communauté, ils reviennent ici avec la communauté accompagnée. Là comme ça, on va voir ce qu'ils vont faire. Vraiment, nous sommes vraiment très déçus. Tu peux te souffrir, tu te bats, tu consommes une petite casse ou tu vas te caler à ta famille. Ces gens-là viennent comme ça casser. Ça ne vaut pas la peine. Pour le propriétaire du domicile détruit, aucune information annonçant une casse sur son bien encore en chantier ne lui a été donnée. Ce matin, on a dit que les gens sont en train de casser la maison. Je vois comment on a fait les gros trous sur la maison que je viens même d'achever, sur le croquissage. Et par la suite, j'entends même que ceux qui ont cassé disent qu'ils ont donné une procédure, un préavis de déguerpissement. Or, je n'ai jamais eu de préavis de déguerpissement. Et en plus, je suis même dans le lot, nous sommes peut-être même 10 dans le lot. Je ne sais pas comment on vient seulement casser rien que ma maison. L'autre là, je me rappelle une fois quand le maçon était encore sur la fondation, il m'a fait comprendre que les gens sont venus pour demander mon nom et mon numéro. Et c'est ce que j'avais donné. Et depuis ce temps, je n'ai jamais eu plus d'informations par rapport à quoi que ce soit, jusqu'à aujourd'hui où je viens seulement voir comment la maison est cassée. L'opération lancée par ces gros bras, sans document officiel présenté, a suscité le courroux des populations riveraines qui, comme un seul homme, ont vertement résisté à ces casseurs qui ont dû stopper leur opération et tenter de prendre la poudre d'escampette. C'était sans compter sur le courage de cette dame, petite soeur de la victime, qui va s'agripper sur le volant de l'un des véhicules qui avait conduit ces gros bras sur ce site. Toute la souffrance de mon petit frère, on vient de me dire qu'on a cassé sa maison. Je suis désolée, j'étais dépassée, je me suis levée. Je suis allée là-bas voir sa maison, ça m'a fait mal. Je suis restée maintenant, comme ils étaient prêts à sortir, moi j'avais déjà appelé mon petit frère, il était déjà presque à proximité maintenant. Je suis venue, ils étaient prêts à partir. J'ai saisi le volant de la voiture. Il voulait partir. J'ai signé sur ça, la population m'a aidé. Nous étions même bouche. C'est là où mon petit frère est arrivé. Informés de la situation, les éléments de la gendarmerie nationale sont immédiatement descendus sur le terrain pour tout d'abord calmer la situation qui virait déjà à un véritable affrontement, mais aussi interpeller quelques-uns de ces gros bras qui ont été ensuite conduits à la brigade pour exploitation. Pour l'heure, le calme semble être de retour au quartier PK17 à dans la 3e, en attendant la suite de cette affaire qui annonce certainement des rebondissements. Mais une question se pose, qui payera la facture des casses faites sur cette maison d'habitation? Seule l'enquête ouverte à cet effet nous en dira davantage.
Et aucun affrontement dans la ville de Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun, qui a donc vécu la 2e édition de la journée de l'amitié dans les lycées et collèges. Encadrants et élèves ont magnifié la journée de l'amitié. Les précisions de Patingwanya et Babis Leyem. Inculquer aux élèves et aux enseignants les valeurs et les vertus de vivre ensemble, telle est la règle d'or de la journée de l'amitié, dont la 2e célébration, dont la 2e édition se célèbre ici, au collège adventiste bilingue Boma de Bertoua. Quand ces jours comme ça sont rares, c'est une façon d'être réunis avec les amis pour célébrer la journée de l'amitié. Et avec les professeurs aussi, autour de ce repas, on va s'amuser et un peu picoler, danser aussi là. Nous avons fait des études comme conversation entre nous les élèves, professeurs, nous avons sorti quelques petits menus que nous allons partager entre enseignants et élèves et nous sommes vraiment contents pour cela. Élèves enseignants ont abandonné cahiers et livres pour célébrer l'amitié. Constater qu'entre nos élèves et nous, il y a une relation amicale. Parce que chez nous, en éducation, on dit qu'on ne peut pas enseigner celui qu'on ne connaît pas. Ou alors celui qui ne nous aime pas. Alors, il nous faut créer une telle cérémonie pour permettre à nos étudiants et nous d'avoir cette symbiose-là, comme vous l'avez dit, pour que les enseignements puissent être perméables. Et parmi les articulations, les apprenants ont été édifiés sur la signification de l'amitié, ceci en référence aux Saintes Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'ami? L'Éternel, dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 32, nous fait savoir qu'il est l'ami des hommes droits. Ceux qui sont droits sont amis de l'Éternel. Et il dit que le juste montre à son ami la bonne voie. Mais la voie est méchante, les égare. Une 2e édition qui a permis de raffermir la solidarité et la fraternité au sein de la communauté éducative de cet établissement, de la satisfaction du principal. Aujourd'hui sont venus, n'est-ce pas, humblement, d'autres avec les sandales, d'autres avec les pagnes tout simplement, d'autres avec habillés tout simplement, et ils se confondaient au milieu de leurs apprenants. Si bien qu'ils sont partis au marché ensemble, ils sont revenus, et vous avez vu comment est-ce que dans les marmites, chacun mettait de son ingrédient, que ce soit le professeur ou que ce soit n'est-ce pas, l'apprenant, ils ont fait tout ensemble et ils ont mangé ensemble. Et je crois que cela va leur faire comprendre qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a que l'amitié qu'il faut cultiver entre enseignants et apprenants. Cette célébration de la fête de l'amitié au collège adventiste bilingue Boma de Bertoua est une satisfaction totale. Les regards sont désormais tournés vers 2022. Et dans la ville d'Ebolova, la salle des actes de la commune d'Ebolova première a servi de cadre à la dernière étape de la tournée nationale du Mine d'Ebel. Au menu des échanges, la dotation de 100 millions de francs CFA aux élus locaux et bien sûr, bien d'autres questions liées à la décentralisation. Patrick Goignan. Il a fallu un peu plus de 16 heures d'horloge au ministre de la décentralisation et du développement local pour mener à bien cette concertation avec les 29 maires des villes de la région du Sud. Estrait. On attendait des aspects tels que la décentralisation, tels que la fonction publique locale qui est avancée. Nous avons plusieurs autres points. Nous souhaitions on devait recevoir une dotation qui devait augmenter à 15%. Cela n'a pas été le cas, mais nous savons qu'on est annoncé. Depuis près d'1 an, la pandémie du Covid-19 n'a pas facilité l'action sur le terrain des magistrats municipaux. Ces différents maires fondent beaucoup d'espoir sur le processus de décentralisation qui se met peu à peu en marche. Notre perspective au cours de cette séance de travail était d'avoir un échange avec le maire, j'insiste, un échange avec le maire, le ministre s'exprimant, le maire également, sur l'appréciation et la compréhension qu'il fallait avoir du code général décentralisé, sur les capacités qu'ont les maires
fait bon usage de la dotation de 100 millions de francs qui est allouée à chaque maire au titre de la dotation générale de décentralisation sur ce qu'est la tutelle au sens de la loi et sur le type de relation que les maires doivent entretenir avec les administratifs, sur les questions liées à l'activité des communes qui doivent être entendues comme des acteurs économiques, promoteurs du développement, producteurs de la richesse. Au thème des travaux avec les maires, le ministre de la décentralisation et du développement local s'est satisfait de cette concertation qui a permis de produire des résultats de qualité et de définir les contours de la mise en œuvre effective et définitive de la décentralisation. Sanctuaire Marie, médiatrice, a servi de cadre à une grande célébration qui avait pour but la purification des familles étudiées et le retour de la paix dans les zones en crise, notamment la région du nord et du sud-ouest Cameroun, mais aussi la région de l'extrême nord. Le reportage, le compte rendu de cette célébration avec Denise Ebele et Mohamed Sombadi. Les fidèles catholiques de la ville de Yaoundé ont pris d'assaut l'esplanade du sanctuaire marial de Toudi pour prendre part à une grande célébration eucharistique, parrainée par Monseigneur Jean Badga, archevêque métropolitain de la ville. Le directeur du cabinet civil, Samuel Vondoyuno, représentant personnel du chef de l'État, et un parterre d'évêques venus de plusieurs villes du pays, Kribim, Balmayo, Samoïma et Bertois, ont également pris part à cette célébration, ponctuée par des intentions de prière, la purification des familles étudiées présentes sur toute l'étendue du territoire national. Conseiller l'archevêque métropolitain de Yaoundé, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas de nous. Nous avons hérité de cet engagement de la communauté étudiée de par les générations. La paix au Cameroun et dans les familles n'a pas échappé à cette célébration eucharistique. Ils ont également prié pour le chef de l'État. Nous implorons à Dieu Tout-Puissant de continuer à le soutenir avec toute sa famille pour qu'il puisse avoir plus d'énergie, plus de force à continuer à guider. Tout ceci nous donne l'occasion de dire à tous les Camerounais qu'au-delà de simples différences apparentes, nous avons des liens de communion, des liens de sang, des liens d'unité que aucun intérêt quel qu'il soit ne pourrait mettre en cause. La paix a été évoquée à toutes les étapes de la célébration. Ces colombes lâchées par le prélat au terme de la célébration sont également signes de paix pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, ainsi que dans toutes les régions où elle est mise en péril. Et beaucoup de prières dites pour Benyan Djongan décédé ce dimanche. Le syndicaliste agricole et homme politique surnommé José Bouvet camerounais est mort dimanche 21 février 2021 dans un centre hospitalier en France des suites de maladie à l'âge de 66 ans. Reportage. Pendant plus de 30 ans, l'illustre disparu s'est fait remarquer sur le terrain des combats citoyens. L'interdiction de l'importation massive du poulet congelé au Cameroun depuis 2006 est l'une des brillantes victoires du fondateur du service d'appui aux initiatives locales de développement et de l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs. L'ingénieur agronome de formation expliquait que la campagne de lutte contre les poulets congelés importés avait pour but de protéger la production avicole nationale. Selon ce dernier, l'écho de cette réussite est la résultante des dizaines de milliers de familles qui ont recouvré des revenus d'agriculture et la consommation nationale de poulet local qui ont tiré vers le haut la production. L'impact des actions de Benyan Djongan sur le développement du milieu agricole l'avait poussé dans les 50 personnalités qui font le Cameroun d'aujourd'hui. Cet activiste décédé avait des sympathies altermondialistes
est devenu l'âme de la société civile camerounaise. Son itinéraire de contestataire le conduit inévitablement dans les champs de bataille où l'on pourfend le libéralisme mondialisé. Benan Djongan était d'origine bangwa dans la région de l'Ouest Cameroun, admirateur de Thomas Sankara. Benan Djongan, ce célèbre ingénieur agronome et syndicaliste agricole, lors de la dernière campagne présidentielle, revenait sur l'agriculture qui devait être le pilier du développement camerounais. Aujourd'hui, décédé, il laisse une veuve et plusieurs enfants. Dans ce journal, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, le Cameroun vient à bout de la Mauritanie et attend justement cette équipe qui est son adversaire des quarts de finale. Les poulains de Christophe sont venus à bout de la phase de groupe ce week-end avec 9 points, 3 victoires. D'ailleurs, premier de ce groupe. Les précisions de Zobel Apolline-Yambo. Bien que le Cameroun soit déjà qualifié pour les quarts de finale avant même la rencontre contre le Mozambique, le coach Christophe Ousmane est resté dans l'esprit de la gagne. En faisant tourner son effectif, le coach camerounais a jeté dans la bataille ses joueurs de la diaspora qui ont fait exploser l'équipe mozambicaine. Etienne Eto Pineda, fils de l'international camerounais Samuel Eto fils, fait partie de ces joueurs qui ont crevé l'écran au cours de cette rencontre grâce à ses 2 réalisations et une passe décisive, ce qui lui a d'ailleurs valu la distinction de homme de match. 4 buts à 1, c'est le plus lourd score réalisé par le Cameroun jusqu'ici depuis le début de cette compétition. Rappelons qu'au match d'ouverture, le Cameroun a battu le pays hôte la Mauritanie sur le score étiqueté d'1 but à 0. Face au Soudan, les Camerounais se sont également imposés de la plus belle des manières, ce qui leur permet de boucler cette phase de poule sans faute avec un parcours de 3 matchs pour 3 victoires et 9 points sur les 9 possibles. Christophe Ousmane et ses poulains sont sur la bonne lancée vers la quête au titre continental. Mais pour l'heure, l'objectif reste les quarts de finale et l'adversaire du Cameroun reste toujours attendu. Et toujours en sport, cette fois-ci on parle de la Coupe de la CAF. Coton Sport de Garoua valide donc son ticket de qualification pour les phases de groupe de cette compétition. Cette qualification est consécutive à sa victoire dimanche dernier, 1 but à 0, un match retour des barrages. Les prochaines informations dans nos éditions d'information à la transition pour la page internationale. Et dans cette page internationale, nous prenons la direction du Niger après de vastes constatations liées aux dernières élections, un constat fait par nos confrères de France 24. Elle relie inlassablement ses cours pour les maîtriser à la perfection. Yasmina, 26 ans, est étudiante en géographie. Pour elle, ce dimanche est un grand jour. C'est la première fois qu'elle participe à des élections. Une manière pour elle d'exercer ce droit obtenu par les femmes nigériennes en 1948. Maman, je vais aller voter. Et toi? Non, je ne me suis pas inscrite. Alors moi, j'ai besoin que les choses changent dans mon pays. Pour nous, les jeunes et les femmes. Ma fille, que Dieu te protège. Et surtout qu'il nous choisisse le meilleur président, qui va se soucier des pauvres, des femmes, et un avenir meilleur pour nos enfants. Yasmina a un rêve, devenir urbaniste. Un vrai défi, car au Niger, une fille sur 2 n'est pas scolarisée. Dans ce bureau de vote de Gamkale, la file s'allonge. Comme Yasmina, les femmes sont nombreuses à voter aujourd'hui. Signe de cette vigueur, 55% des électeurs inscrits sur le fichier électoral sont des femmes. Je me sens très fière aujourd'hui d'aller donner ma voix, car c'est mon droit et aussi c'est mon devoir en tant que jeune qui attend vraiment un changement et avoir un avenir. Pour cette présidentielle, pas de femmes candidates, mais les Nigériennes comptent bien peser sur les futurs dossiers abordés. Il faut tout faire pour regarder le droit des femmes, le mariage forcé sur les enfants, l'inscription aux femmes, aux petites filles à l'école. C'est ça l'important. Peu à peu, les Nigériennes s'imposent sur la scène politique et dans les cercles.
Et c'est avec ce reportage que nous refermons ce journal télévisé édition 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM. Retrouvez l'actualité ce mardi 23 février 2021 dans le cadre de la matinale à 7h45, à 13h le journal de la mi-journée, 17h30 le journal en langue anglaise et à 19h45 nous nous retrouverons pour le grand format de l'édition. Mais d'ici là, dans quelques instants, votre émission Débat politique présentée par Félix Motomé, tout au clair. Au revoir à tous et bonne soirée sur nos antennes. Inspiré par vous.